Et salut les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos TikTok. Vous la connaissez, elle? C'est Ariane. Ariane de Ah bah. Hmm. Sa tête vient de tomber. Elle n'est plus présidente de la banque de Rothschild genevoise. Oui, monsieur, dame, je viens de l'apprendre car j'ai regardé le live de Dieudonné et nous avions donc Jovanovic qui nous a appris la bonne nouvelle. Eh oui. Tout. Et on a appris autre chose. Donc la baronne de Rothschild a supplié ses clients de ne pas quitter le groupe Edmond de Rothschild. Oui, parce que tous les clients se barrent suite à l'affaire du chétan. Bravo les gens. Oui, puisque nous avons appris qu'elle est citée 4500 fois dans les dossiers déclassifiés du chétan. Hein, 4500 fois. Et il y a même un mail très très douteux qu'elle a écrit en 2015, le 10 novembre 2015. Et ça, je l'ai appris durant le live. Et c'est encore Jovanovic qui nous le dit, où elle dit à Jeffrey, hein, par mail, j'ai trouvé, en clair, j'ai trouvé ton gâteau Oreo blanc et noir. Ce qui veut dire, dans le langage des pédos, il s'agit d'un enfant métis. Voilà. Est-ce que la justice va s'emparer un jour de ce dossier? Qu'on nous explique qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'elle a foutu avec ce foutu chétan. Et vous savez pourquoi sa tête est tombée? C'est pas juste parce que les clients sont partis. C'est aussi la pression des réseaux. Puisque les médias ne veulent pas faire leur boulot. Vous avez remarqué quand même qu'ils en parlent pas du tout, hein, surtout d'elle. Donc, c'est bien la pression des réseaux sociaux qui a fait que sa tête est tombée. Alors, si j'ai bien compris, je crois que c'est son fils qui a repris le flambeau. Un certain Jacques. Hein, si je me trompe pas. Bon, enfin, c'est du pareil au même. Hein. Et donc, dans l'affaire du chétan, qu'est-ce que nous avons appris? Qu'elle avait fait un don de 25 millions de dollars d'honoraires envoyé directement sur le compte du chétan. Écoutez bien pourquoi. Pour un accord conclu avec le ministère de la Justice des États-Unis. Tiens donc. Mais on ne sait pas de quoi ça parle, hein, cet accord. En tout cas, elle a beau essayer d'expliquer à ses clients qu'elle n'avait que des relations d'affaires avec le chétan, ça n'a pas suffi. Non seulement beaucoup de clients sont partis, on ne connaît pas le nombre, mais on va le savoir, mais en plus sa tête est tombée. Voilà. Cher. Ah mais regardez. Regardez ce qu'elle a écrit, hein. C'est pas une supplication, ça? Oui, ta réputation ainsi que la banque, je pense qu'elle est morte. Hein. Finito, terminé. Tout le monde descend. Et j'espère que tous les clients vont partir. Ouais, et j'espère qu'ils vont faire faillite. Voilà. Et en plus de ça, le chèque de 25 millions de dollars, je sais pas si c'était un chèque ou un virement, mais en tout cas, ça date de 2015, alors qu'elle n'était même pas présidente de la banque. Hein. Elle y est présidente que depuis 2021. D'accord? Après la mort de son mari, qui était héroïnomane. Quelle famille! Mais pourtant, elle avait des correspondances, puisqu'on sait que le shaitan s'occupait de la gestion et du patrimoine de cette famille depuis très longtemps déjà. Est-ce que son mari était au courant qu'elle faisait des affaires avec lui? Je ne sais pas. Mais enfin bon, il y a quand même des délits d'initiés. Hein. Faudrait quand même que la justice se penche dessus. Mais enfin, on est en France. Hein. C'est le Télégraphe qui l'a écrit. Rapporte que la baronne Ariane de machin appelle ses clients à ne pas quitter le groupe. Punaise. Ah, ça pue, hein. Ça va tellement mal que la banque a été obligée de faire un communiqué de presse. Hein. Ça, c'était il y a quelques jours. Et je vous dis, hier soir à 20h, quand Jovanovic a pris la parole, la première chose qu'il nous a dit, c'est que sa tête était tombée. Voilà. Donc ça n'a pas suffi. Mais lisez, hein. Je vous dis, je sais pas combien de clients sont partis, mais j'aimerais bien savoir. Non, mais qu'est-ce qu'ils croyaient, hein? C'est pas parce que les médias font tout pour pas en parler que les gens sont pas au courant, hein? Bon, en tout cas, ne comptez pas sur les médias mainstream pour en parler, hein? Allez voir sur le compte de Dieudonné. Vous avez la vidéo d'hier, et le premier qui parle, c'est Idriss Aberkan. Et juste après, c'est Jovanovic qui parle. Et c'est là où il vous apprend la bonne nouvelle. Non, c'était très intéressant, hein, le live d'hier. Hein. Voilà, voilà. Suite au prochain numéro. Ouh, que ça m'excite. Bien fait. Maintenant, j'espère que c'est la prison. Voilà, à vie. Tu sais, le bagne en Guyane, à casser des cailloux. Voilà, ça leur ferait du bien. À tous ces dégénérés, ouais. Je t'en foutrais, moi, du gâteau Oreo blanc et noir. Satan. Allez, lâchez-moi un commentaire, partagez la vidéo si ça vous a plu, et je vous dis à une prochaine. En vrai, ça me surprend pas trop qu'elle était dans l'affaire parce que tout ce qu'on peut entendre sur cette famille, en vrai, en général, c'est pas du tout joli joli. Puis comment ils ont obtenu leur argent, tout ça aussi, c'était pas du tout joli joli. Après, quand même, 4000 à 4500 fois, c'est quand même énorme. Donc c'est là, il peut pas nier que c'était pas quelqu'un de proche. Mais bon, là, en vrai, le karma, il est en train d'agir et ils sont, tous les gens dans la banque sont en train de partir et ils ont fait un communiqué de presse tellement que ça va mal. Donc, en soi,
On va voir comment ça va se passer dans quelques temps. Peut-être que ça va prendre une autre direction. Vous vous souvenez du prix indécent de la RAM? Sony vient de trouver une solution. Ils viennent de sortir une bombe, un brevet magique qui permet de faire tourner un jeu de 100 gigaoctets avec un fichier de seulement 100 mégaoctets. C'est 1000 fois moins. Pour que vous compreniez, c'est le poids d'un jeu sur PlayStation 1. On se souvient du scandale de Call of Duty à 200 gigas. Demain, il fera le poids d'un album de musique. Et avant que vous ne me disiez que c'est impossible, écoutez la suite. Parce que ce brevet, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un contexte complètement dingue. Il n'y a plus de RAM et plus de disque dur. Leurs prix ont explosé en quelques mois. Parce que les fabricants ont tous vendu au data center IA et qu'il ne reste plus rien pour le grand public. Résultat, Sony envisage même de repousser la PS6 à 2029 parce qu'ils ne trouvent plus les composants nécessaires à un prix viable. Alors ce brevet, c'est une réponse directe à cette crise. L'idée est simple, tu télécharges uniquement le code du jeu en local, le cerveau du jeu, ce qui gère tes inputs, ta physique, ton gameplay. Ça c'est sur ta console, 100 mégaoctets. Et tout le reste, les textures haute résolution, les sons, les environnements, ça c'est streamé en temps réel depuis les serveurs Sony pendant que tu joues. Plus besoin d'un SSD de 1 Teraoctet, ça a l'air super bien, non? Mais il y a un problème dont personne ne parle. Si les assets de ton jeu vivent sur les serveurs de Sony, Sony peut les modifier ou les couper quand ils veulent. Et puis sans connexion, ton jeu ne démarre pas. Même un jeu en solo, même un jeu que t'as payé 80 €. Ils veulent vraiment nous faire passer au statut de locataire de nos jeux. Et c'est la crise des composants causée par la course à l'IA qui va le leur permettre. Partage ça à quelqu'un qui joue encore sur Game Boy Advance et abonne-toi. Moi c'est Yassoir, je décrypte les sujets de vie privée, cyber et tech. En vrai, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont envie de nous faire passer au stade de locataire en vrai. Parce qu'ils font pareil avec les films et les séries, avec les plateformes. Ok, je reconnais, c'est bien, il y a des plateformes, t'as juste à payer un abonnement. Mais au final, t'es pas vraiment libre de les avoir. Enfin, c'est pas vraiment à toi. S'il y a quoi que ce soit comme problème, ça marche plus. Et là, en fait, le problème de ça, des ordinateurs sans RAM, etc., sans disque dur, c'est que bah, nous, après, nos propres données, on pourra plus les stocker autre part que dans le cloud. Donc, en fait, ils nous enlèvent la possibilité d'avoir notre vie privée. Donc ok, ça a l'air intéressant par le cloud, tout ça, de pouvoir streamer les jeux, mais en soi, on fait pas que ça sur un PC. Enfin, et puis même si on a envie de détenir le jeu sans que eux le détiennent parce qu'on l'a acheté, c'est notre droit. C'est un achat qu'on fait, c'est pas un abonnement. Pendant que tout le monde dormait, OpenAI a signé pour intégrer la chaîne de commandement militaire américaine. Et ce matin, soit 2 heures après, on se réveille avec des frappes sur l'Iran. Récap des 12 dernières heures. Trump a mis une pression à Anthropic. Anthropic qui est la boîte qui détient Claude. En leur disant, vous faites un partenariat militaire sans condition avec nous, ou bien on vous blacklist. Anthropic n'était pas contre, mais il voulait quand même imposer 2 conditions dans lesquelles il serait garant. La première étant pas de surveillance des citoyens américains, et la seconde étant pas d'utilisation d'armes autonomes sans humain dans la boucle. Prise de décision, tout ça là. Trump a fait un cacaboudin, a dit non, on vous blacklist et vous êtes un danger pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. 2 heures après, ils ont signé exactement le même contrat avec les mêmes conditions sur le papier avec ChatGPT OpenAI. Sauf qu'il y a une subtilité, alors que Anthropic était censé être garant de ces 2 conditions-là, et ben en fait ces conditions-là, avec OpenAI, c'est le Pentagone qui surveille le Pentagone. Petit conflit d'intérêts. Ce matin, bizarrement, on provoque une nouvelle guerre. Et tu vas me dire, ouais mais Lina, mais qu'est-ce que je peux faire individuellement si je suis pas d'accord avec ça? Te désabonner d'OpenAI, ce serait déjà quelque chose. Ne plus donner ton argent pour financer une entreprise pareille. En parler, sensibiliser autour de toi à l'utilisation d'autres IA. Partager cette vidéo, parce que c'est important d'être au courant. Voilà. Bisous. En vrai, c'est vrai que je suis pas très fan qu'ils font ça dans des fins militaires, etc. Mais en fait, je pense que les militaires, ils en avaient déjà des IA, mais que là, ils l'ont rendu public pour que les gens, en gros, se confient et se fassent voler la vie privée et qu'on puisse mieux déterminer chacun. Mais c'est vrai que je suis pas fan que c'est utilisé pour des fins de guerre. Je trouve que c'est pas une bonne utilisation. On pourrait sauver des gens par la médecine avec ça, et eux, ils préfèrent tuer, donc je sais pas. Microsoft vient de graver près de 5 téraoctets dans un morceau de verre de la taille d'une feuille de papier et ça pourrait durer 10 000 années. Le projet s'appelle Projet Silica. Le principe, des lasers ultra rapides écrivent directement dans le verre. Chaque impulsion dure 1 billionième de milliardième de seconde. Elle crée des structures microscopiques appelées voxels. Ces voxels sont gravés sur 301 couches à l'intérieur d'un simple morceau de verre. Comment lire les données? Un microscope photographie chaque couche. Un modèle
modèle de reconnaissance d'image décode les motifs, zéro erreur et surtout aucune énergie n'est nécessaire pour conserver les données. Pas d'alimentation, pas de refroidissement. Le verre résiste à la chaleur, à l'eau, aux radiations, aux champs magnétiques. Les tests prévoient une durée de vie au-delà de 10 000 ans à température ambiante, 2 fois plus vieux que les plus anciennes écritures connues. Aujourd'hui, les archives cloud consomment énormément d'énergie juste pour maintenir des bandes magnétiques en vie. Le verre, lui, rien. Microsoft vise les archives nationales, les fournisseurs cloud, les médias. Alors oui, les vitesses sont plus lentes que le stockage classique, mais pour conserver des données pendant des millénaires, le compromis devient logique. L'humanité pourrait bientôt écrire son histoire dans le verre. Je trouve que c'est quand même vraiment stylé parce que en fait c'est vrai que c'est quand même pratique et c'est dans le verre directement. Après, ça peut paraître surprenant le fonctionnement, mais je trouve ça assez stylé. T'as déjà vu des chats de cette couleur? Le truc à raconter à tes potes, c'est que ces chats-là, c'est toujours des femelles. Et si on te demande pourquoi, tu peux expliquer que les couleurs noires et orange sont portées par un chromosome très précis, le chromosome X. Un petit rappel au cas où. Les femelles ont 2 chromosomes X, et les mâles ont un X et un Y. Mais il y a un petit twist. Dans chaque cellule du corps, un seul des 2 X s'active. Et c'est totalement au hasard. Donc certaines zones deviennent noires et d'autres oranges. Et le blanc, c'est encore une autre histoire. Il vient d'un autre gène qui empêche la couleur d'apparaître à certains endroits. Donc ces chats tricolores sont presque toujours des femelles. Mais il existe aussi quelques mâles tricolores. Mais c'est quand même hyper rare. Tout ça, c'est parce qu'ils ont une anomalie génétique. Au lieu d'être XY, ils sont XXY. Ils ont 2 chromosomes X, ce qui permet les 3 couleurs. Donc si un jour tu croises un chat tricolore, t'auras une petite anecdote à raconter. Je savais pas, c'est assez stylé en vrai. Le bunker le plus génial de l'histoire de France. On appelle ça Naour. Sous ce champ banal en Picardie, il existe une ville entière capable de cacher 3000 personnes sans que personne ne s'en doute. Ici, on ne parle pas d'une simple grotte, mais de 28 galeries, 300 chambres et 2 km de tunnels creusés à 33 mètres de profondeur. Au Moyen-Âge, quand les armées pillaient la surface, tout le village disparaissait sous terre en moins de 10 minutes avec le bétail et les provisions. Le génie de Naour, c'est son système d'extraction de fumée. Les villageois cuisinaient sous terre, mais pour ne pas être repérés par les soldats ennemis en surface, ils ont percé des conduits de ventilation ultra secrets. La fumée ressortait soit dans les cheminées des maisons du village, soit au milieu de buissons denses en plein champ. Pour un guetteur à l'extérieur, c'était totalement invisible. Oubliée après la Révolution, la cité a été redécouverte par un prêtre en 1887. Mais le plus fou arrive en 1914. Les soldats de la Première Guerre mondiale, notamment des Australiens, s'y réfugiaient pour échapper à l'enfer des tranchées. Ils ont laissé plus de 3000 signatures sur les murs, créant le plus grand mémorial de graffiti militaire au monde. Si demain tout s'effondre, vous iriez vous cacher là-dessous? Des fois, on se douterait pas ce qu'il y a sous nos pieds en vrai, et puis je trouve qu'ils étaient vraiment malins par rapport aux cheminées en vrai, fallait y penser. Vous savez ce qu'ils ont fait pour retrouver certaines personnes? Les agents de la météo pas très heureuses se sont fait passer pour des dentistes et des gastro-entérologues depuis des années en Iran. Leur mission était de cibler exclusivement les hauts gradés et l'élite du pays. Et lors de check-up de routine, ils ont implanté des dispositifs de traçage miniatures directement dans les plombages dentaires et lors d'examens gastriques. Des puces invisibles logées dans ton corps qui émettent ta position géographique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a quelques jours, ils savaient exactement où se trouvait chaque cible, incluant les familles et les proches. Plus de 400 membres du personnel gouvernemental d'élite ont été éliminés en quelques instants parce que leur propre corps les a trahis, du moins leur docteur. Donc, si les agents de la météo triste font ça en Iran, qu'est-ce qui nous dit que ils ne font pas ça ailleurs? Et est-ce que les puces, ces fameuses puces dont on nous parle depuis des années, ne sont en fait pas déjà là, dans nos bouches? Non, moi, alhamdoulilah, j'ai les dents pourries, mais... Non, mais trêve de plaisanterie. En y pensant, Dieu merci, j'ai jamais fait confiance au docteur. Là, je vois. Ah ouais, mais là, c'est vraiment dingue, j'avais pas pensé qu'ils pouvaient mettre une puce comme ça à l'insu des gens dans le corps, mais du coup, là, ça vient de me faire cogiter sur quelque chose. C'est que, est-ce que le dentiste sur l'île de Einstein, c'était pas pour mettre genre des implants ou des choses comme ça pour pister les gens en fait et qu'ils soient traqués s'ils obéissent pas? Parce que là, ils l'ont fait à des gens haut placés. Donc pourquoi ils le feraient pas à des gens lambda qui vont sur l'île? Tu savais que selon la psychologie, il y a un type de personne que tu dois absolument éviter si tu veux vivre en paix. Et le pire, c'est que t'en connais sans doute au moins une dans ton entourage. Si une personne a un syndrome de la victime, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est fuir. Parce que ces gens, ils comprennent même pas qu'ils jouent toujours les victimes. Leur vie entière, leurs amis, tout ce qui est autour d'eux est construit pour protéger leur comportement stupide. Quand toute la vie d'une personne est basée sur ce comportement, rejeter la faute sur les autres, leurs émotions, leur comportement bizarre, se remettre en question, pour eux, c'est mission impossible. Ces personnes sont tellement bloquées émotionnellement qu'elles te manipulent sans le vouloir. Genre, ces personnes peuvent littéralement te pousser à bout et toi, tu te dis dans
dans ta tête, tu sais quoi, cette relation elle est nulle, j'en ai marre de ce comportement, donc je pars. Mais dans leur tête à eux, ils vont réécrire toute l'histoire et dire que tu t'es enfui parce que tu étais toxique pour eux. Le syndrome de victime est tellement fort qu'ils comprennent pas ce qu'ils font aux autres. Ils comprennent seulement ce que les autres leur font parce que ça les aide à mieux écrire l'histoire du rôle de la victime. Et après ils vont dire c'est de ta faute si j'ai réagi comme ça, c'est toi qui m'as poussé à bout. Mais le truc c'est que toi aussi t'étais énervé pendant tout ce temps mais t'as pas pété un câble. Une personne qui a le syndrome de la victime va faire exprès de rendre son partenaire jaloux. Du coup le partenaire va prendre ça comme un manque de respect et va partir. Et la première chose qu'elle va penser c'est s'il est parti comme ça, c'est qu'il m'a jamais aimé. Mais la vraie question c'est pourquoi elle ne voit pas que c'est elle qui a été irrespectueuse en premier. En gros elle a besoin que son partenaire l'aide à gérer ses émotions, mais elle fait tout pour le faire partir. Et ces gens-là, la psychologie les appelle les abuseurs silencieux. Parce que tu vois, dans leur tête, ils se disent qu'ils peuvent vraiment tout faire à quelqu'un, que cette personne doit juste rester là et accepter. Dis-moi en commentaire si tu connais quelqu'un qui a le syndrome de la victime. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. Et j'aurais été curieux de voir, il y en a combien qui ont connu des gens comme ça en vrai. Le CEO d'Anthropic ne voulait pas que son IA tue des civils, mais cette nuit, elle a quand même frappé en Iran. Comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, Anthropic a refusé l'ultimatum de Trump qui lui demandait de signer un partenariat militaire sans condition. Que là, vous allez me dire tout va bien, mais pas trop en fait. Claude, l'IA de Anthropic, était déjà intégrée dans la machine militaire, a notamment participé à la capture de Nicolas Maduro au Venezuela. L'avantage qu'il était déjà intégré à Palantir et à Amazon. Le bannissement de Trump, c'est sur 6 mois. Donc en l'espace de 6 mois, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent avec Claude. Et je pense que c'est la leçon la plus brutale parce qu'une fois que l'IA est intégrée dans une machine militaire, les conditions éthiques autour desquelles elle a été créée ne valent plus rien. Voici ce que disait Dario Amodei, le CEO de Anthropic. We have said to the Department of War that we are okay with all use cases, except for two systems of today are nowhere near reliable enough to make fully autonomous weapons. Someone who's worked with AI models understands that there's a basic unpredictability to them that in a purely technical way we have not solved. Dans 10 ans, on dira que l'IA a révolutionné la guerre, mais ce qu'on dira pas, c'est que ça s'est passé un vendredi soir et que on a tous plus ou moins participé en utilisant des logiciels qui étaient pas faits pour ça à la base. Les limites, il y a certaines IA qu'on devrait plus vraiment utiliser, pas, je sais pas si on devrait boycotter ou pas, mais donc on ne devrait plus vraiment utiliser. Parce que au final, là, ça va nous mettre dans une sauce, mais pas possible en vrai. Parce que si là, les militaires commencent à récupérer toutes les données qu'ils utilisent contre nous, alors que les trois quarts des gens expliquent leur vie à l'IA, mais là, ça va devenir problématique. Ils connaissent nos points faibles, nos points forts, où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on va, ça devient un problème. Ma team des années 90, j'ai besoin de vous pour appuyer ma théorie, s'il vous plaît. Selon moi, notre génération est divisée en 2 équipes bien distinctes. Et on va les nommer, ce sera beaucoup plus simple. La première équipe, c'est celle que j'appelle les depuis. Donc ce sont des enfants des années 90 qui sont stables, équilibrés, adultes, matures, posés, depuis. Genre ils ont le même travail depuis. Ils ont souvent des enfants depuis un moment. Ils sont propriétaires. Ils sont en couple, mariés ou dans une relation stable depuis. Ils sont indépendants et ils gèrent leurs finances comme ça. Et de l'autre côté, il y a selon moi les égarés, dont je fais partie. Et nous, les égarés, c'est un peu tout l'inverse. On erre, on sait pas où on va. On change de taf tous les 4 matins, on se retrouve à faire des reconversions professionnelles rocambolesques qui n'ont aucun sens, et c'est ok. On claque la thune qu'on n'a pas à tout va. On est soit locataire, soit on vit chez nos parents, ou du coup, aux dépens de nos parents. On n'a pas d'enfants, soit on n'en veut pas, soit on n'est pas du tout pressé. On est dans la team célibataire endurci, ou alors on enchaîne les relations catastrophiques et traumatisantes. Et dans nos têtes, on a 12 ans et 2 mois. C'est-à-dire que même si on frôle 33 ou 34 ans, il y a un mec de 40 ans qui va nous draguer, on va le traiter de pédo. Vous voyez le délire? Un déni! Et toujours, toujours en vadrouille, à droite à gauche, pas du tout stable, pas du tout. Voilà, donc les égarés. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord et du coup de quel team vous faites partie s'il vous plaît. Voilà. Toujours des bisous. Je trouve que c'est tellement vrai en vrai. Il y a un peu ces 2 teams-là, ceux qui ont réussi il y a un petit moment et les égarés en vrai. Je trouve que c'est vrai. T'as entendu cette folie? Rémi Gaillard se présente comme le maire de Montpellier. Il a explosé le maire actuel. J'accuse le maire de Montpellier. Regarde sa tête, il est dépité. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant, et qu'en même temps, on parade avec monsieur Jack Lang. Personne comprend à Montpellier pourquoi Michael Delafosse il fait que parler de ville à hauteur d'enfant, comme si on était tous des nains et qu'il y avait plein d'enfants. Déjà, améliore la sécurité de Montpellier, on verra après. Et là on se rend compte c'est le fils spirituel de Jack Lang. On comprend mieux pourquoi.
Vous connaissez Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Moi, je vote pour lui. Et toi? Rémi, il est connu comme le loup blanc à Montpellier. Il s'était enfermé 4 jours dans une cage de la SPA, récoltant plus de 200 000 euros pour les animaux, au même moment où la directrice actuelle détournait les fonds. Michael Delafosse, il est détesté clairement à Montpellier, parce qu'il a fait que de la merde pendant 5 ans. Et il nous empêche de rouler dans le centre-ville depuis qu'il a changé. C'est un calvaire. Donc merci à Rémi de l'avoir coiffé au poteau, mais c'est pas toutes les dingueries qu'il a fait. Il a amené toute sa famille en Chine aux frais de la princesse, il a planté des arbres, ça coûte plusieurs millions, tu comprends pas. 8 arbres sur la com, 2 millions d'euros d'eux. C'est des arbres à nord ou pas? Si ça c'est pas du détournement de fonds publics, ben dites-moi c'est quoi. Et plus il a un mec de son cabinet là qui fout la pression à Rémi, ils sont allés lui couper 2 pains sur sa propriété genre. Tu sais, comme pour lui dire, te présente pas, tu as la misère, c'est à vous qu'on va faire la misère, on va vous dégager, on va foutre Rémi à la tête de Montpellier. C'est vrai que je serais vraiment curieux de voir Maire en vrai pour voir comment ça pourrait donner, parce que je pense pas que c'est un mauvais gars en soi. Et en vrai, il dit les choses, tu vois, et il a pas peur de les dire. Donc en vrai, franchement, ça pourrait être vraiment intéressant. Tes notes à l'école ne définissent pas ton intelligence. La plupart des gens pensent qu'avoir de mauvaises notes veut dire que tu es bête, mais la science prouve tout le contraire. Parce que ce que les notes mesurent vraiment, c'est ta capacité à mémoriser des informations ou à obéir aux règles, c'est tout. La preuve, regarde, si tu prends un élève moyen et bosseur qui va réviser 8 heures la veille d'un examen, il va sûrement avoir une meilleure note qu'un élève super intelligent qui s'ennuie et refuse d'apprendre par cœur. Parce qu'on récompense pas l'intelligence, on récompense la conformité. Et c'est pas un hasard, parce que le système scolaire qu'on connaît aujourd'hui a été créé pendant la révolution industrielle. Et à l'époque, les usines avaient besoin de main-d'œuvre, de gens capables de s'asseoir, de se taire et d'exécuter des tâches répétitives sans poser de questions. En gros, l'école a été pensée comme une usine à la base, sauf qu'ils ont gardé la même méthode depuis 100 ans. Et d'ailleurs, les élèves les plus brillants de l'histoire, c'était souvent les pires à l'école. Regarde Einstein, il détestait apprendre par cœur, il disait même que ça détruisait la vraie curiosité. Bill Gates a quitté Harvard parce que le système était trop lent et trop rigide pour lui. Et Steve Jobs a fait pareil. Walt Disney s'est fait virer par son rédacteur en chef parce que soi-disant il n'avait pas d'imagination. Et ces gens-là ne sont pas bêtes, ils ont juste grandi dans un système qui n'a jamais été conçu pour les personnes qui pensent différemment. Donc si tu as des mauvaises notes, arrête de croire que tu es bête. C'est peut-être juste ton esprit qui n'est pas fait pour ce système scolaire. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, l'école, elle a été juste faite pour modeler. Là, en plus, ça a été dit d'une autre façon, en quelque sorte. Mais c'était fait pour les usines, etc. Et puis, il y a 100 ans que ça a été créé. Enfin, il y a un peu plus de 100 ans que ça a été créé. Ils ont toujours pas modifié les façons de faire. Et très franchement, je pense pas qu'ils comptent les modifier. Mais bon, la vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.